Donc l'idée, c'est qu'effectivement, peut-être, beaucoup de gens ont peut-être trop dit que tout se jouait avant 6 ans. Et je vais essayer de vous montrer ce soir, si mon diaporama arrive à s'afficher quand même, à un moment ou à un autre, que si beaucoup de choses sont en jeu avant 6 ans, et beaucoup de choses extrêmement importantes pour le futur enfant, pour son développement, tout ne se joue pas, et en tout cas tout n'est pas irrattrapable une fois que quelque chose est fait. Donc voilà, le livre dont Anna Gringe vous parlait a été publié sous mon ancien nom, Grain d'orge, et le sous-titre c'était Du biberon au cartable, rien ne sert de courir. Et dans ma pratique de pédopsychiatre, j'ai vraiment eu envie d'écrire quelque chose là-dessus, parce que je trouve qu'on est dans une société tout à fait paradoxale, qui nous donne à vivre, je trouve, une période extrêmement riche, mais très contrastée. Alors là, par exemple, vous avez deux antithèses, on pourrait dire. D'un côté, sur la gauche de l'écran, des mamans qui se projettent dans l'avenir de leur enfant alors même qu'il est encore sans langage. C'est un vrai infance, c'est-à-dire un être sans langage. Elles en sont déjà pensé quelle première langue il va faire au collège pour être dans la meilleure classe, quoi. Donc on est dans l'accélération, il faut absolument qu'il soit précoce, qu'il soit efficient, qu'il soit vraiment nanti de tout ce qu'on peut lui donner. Et puis à droite, vous avez finalement l'autre extrême, mais peut-être quelque chose qui va avec. C'est-à-dire que cet enfant, il a été tellement autonome, tellement précoce, tellement tout ça, que les parents se retrouvent seuls finalement très tôt, et eux, ils sont dans les angoisses de séparation. Et ils disent, avec les doudous des enfants qu'ils ont pris, quand est-ce que les enfants vont revenir, quoi. Ils sont tellement autonomes maintenant, ils font tellement tout sans nous, qu'on est tout triste là, ensemble. Alors, c'est vrai que moi, je me suis penchée un peu sur le sujet en analysant un peu les demandes qui nous étaient faites à nous, pédopsychiatres, et les demandes changent. Alors, on va parler que du domaine du développement, parce que bien entendu, il y a d'autres domaines où on fait appel à nous, comme la maladie somatique, et où c'est tout à fait justifié, et j'allais dire un grand progrès. Mais de plus en plus, on vient nous consulter, où on nous alerte pour des tout petits enfants, voire des bébés, qui seraient des tyrans. C'est-à-dire des parents qui viennent et qui disent, ben voilà, il a 1 an, ben je peux pas le coucher. Il refuse de se coucher. Je peux pas. Ou bien, il a 18 mois, il me tape. Et je sais pas comment arrêter ça. J'essaye, mais j'y arrive pas. Bon. Alors, vous connaissez aussi beaucoup la médiatisation d'un certain nombre de pathologies de l'enfant qui ont été, j'allais dire, étiquetées, mises en avant, portées à l'écran comme des vraies maladies. Alors, les deux qui ont été très célèbres ces derniers temps, c'est l'hyperactivité, ce qu'on dit le TDAH, les troubles de l'attention avec hyperactivité, et puis les troubles des conduites. Vous savez qu'il y a eu une expertise INSERM qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup d'écrits sur l'idée que certains enfants seraient comme ça déjà avec une immoralité très petite, franchissant toutes les limites, n'ayant aucune culpabilité, et que tout ça faisait le lit de la délinquance plus tard. Ce qui a fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, revoir l'expertise INSERM, moi j'ai été de ceux qui n'étaient pas du tout d'accord avec les études qui étaient publiées, parce qu'on en avait oublié un certain nombre, notamment beaucoup d'études françaises qui ont une autre philosophie. Et du coup, on est revenu aussi sur ces concepts. En tout cas, ce qui est clair, c'est que de plus en plus, on nous interpelle autour des limites, des repères, avec l'idée que beaucoup d'enfants auraient moins de facultés à se situer dans le jeu. En psychanalyse, on parle d'aire transitionnelle, c'est-à-dire d'un endroit, d'un espace qui se situe entre les parents, le monde extérieur et l'enfant. Et ça, c'est l'espace du jeu, hein, ce qu'on appelle l'aire transitionnelle. Et puis, vous connaissez l'objet transitionnel, le doudou, le nanin, qui va symboliser un petit peu cet espace entre le corps de l'enfant, le corps de la mère, sa base de repli, et puis le monde extérieur. Alors beaucoup de ces enfants, on a l'impression qu'ils ne savent plus vraiment jouer sinon avec des jouets tout préformatés. Ils n'ont plus tellement de créativité et les parents sont très mal à l'aise vis-à-vis d'eux. Et ça pose quand même beaucoup de problèmes au milieu de messages médiatiques relativement matraqués quand même, qui sont... les bébés doivent être forcément précoces, on doit leur apprendre le plus de choses possibles, et à certains moments, c'est un peu comme si on leur demandait d'être adultes avant de passer par toutes les phases de développement, certes fatigantes pour les parents, mais après tout, c'est leur rôle.
Et des fois même, on a l'impression que c'est quasiment des bébés virtuels et pas des bébés réels. Hein. Quand on a un bébé réel, on sait que en général, il régurgite sur nous le matin, juste au moment où on part, quand on a mis le tailleur qu'il fallait, juste pour aller faire la conférence qu'on voulait faire, clac, c'est là qu'il choisit de régurgiter. C'est normal, c'est le moment où on le quitte. Bon, bah, c'est la vie. C'est pas rigolo, mais c'est la vie. Hein. Alors, les bébés du réel, ils sont comme ça, ils sont pas méchants, mais ils sont encore très fragiles, encore dans un besoin de nous, et voilà. Et alors après, on essaye de mettre en place des espèces de normes, comme tout se joue avant 6 ans, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans des cadres absolument, même au chausse-pied, hein. Et dès qu'on n'est pas dans les normes, alors on commence à parler des concepts de facteurs de risque, qui sont à la fois intéressants, c'est-à-dire si on prend une maman que son compagnon quitte pendant la grossesse alors qu'elle n'a aucun moyen financier de survivre et qu'elle est obligée de terminer sa grossesse dans un foyer et qu'elle accouche dans des conditions de dépression avancée, bah évidemment, je vais dire, c'est la palisse, quoi. C'est un facteur de risque, est-ce que ça soit plus difficile pour elle avec son bébé? Et elle a besoin d'aide. Hein. Mais c'est un facteur de risque de plein de trucs. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça va donner. C'est pas un facteur de risque de maltraitance ou de délinquance. C'est un facteur de risque général. Ça va être plus dur pour elle, donc il va falloir qu'on l'aide, qu'on l'étaye, qu'on la prenne un peu par la main peut-être. Mais la notion de facteur de risque, aujourd'hui, est très ciblée avec des programmes qui découlent des facteurs qui seraient un peu adaptables à tout le monde, ce qui n'est pas évident. Alors la place de l'enfant aussi a quand même beaucoup changé. Hein. On est dans un monde de la perfection. Hein. Donc les enfants, a priori, ils doivent être monsieur ou madame parfaite, quoi. Ça commence dès l'échographie, c'est-à-dire que s'il y a un petit truc qui ne va pas qu'on n'a pas vu, déjà, on dit, attendez, excusez-nous, c'était pas dans le contrat, quoi. Hein, il y a la science, il y a les échos, il y a tout ça, donc à la fin, il doit être bien, quoi. Bon, ce qui est quand même particulier, parce que faire un enfant, c'est prendre des risques, obligatoirement. Alors, la médecine nous aide à les anticiper les plus graves, mais on n'a aucune garantie d'avoir des enfants parfaits. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un enfant parfait? On est parfait par rapport à des normes qui sont culturellement parfois très différentes. Après, il y a eu beaucoup de recherches qui ont montré 2 choses. D'abord, que le bébé était un être très rapidement qui avait des capacités émotionnelles. Et deuxième chose, que c'était un être qui avait, au niveau de ses compétences cognitives, énormément de possibilités. Alors, c'est à la fois formidable et très dangereux. Pourquoi? En haut à droite, vous avez, sur la gauche du dessin, un bébé comme on l'imaginait, allez, on va dire, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, un bébé, a priori, c'était pas vraiment une personne, c'était un bébé, quoi. Il était fait pour manger, dormir, faire dans sa couche, point, quoi. Hein. Maintenant, on a tendance à avoir plutôt l'image du bébé de droite, c'est-à-dire comme on connaît toutes ses compétences, je vais vous en citer quelques-unes, on se dit, voilà, s'il voit un escargot, il ne va pas du tout lui tirer les antennes, il va faire des équations sur la vitesse angulaire du virage de l'escargot, c'est sûr, et nous, on ne va pas être assez bon, parce que nous, on ne connaît pas la vitesse angulaire de l'escargot, donc on va prendre des cours de vitesse angulaire, enfin, et on part dans une espèce de spirale ascendante qui, bien entendu, n'est pas adaptée. Pourquoi? Parce que l'être humain a des possibilités. Et le bébé est une personne en devenir. C'est pas une personne comme un adulte. C'est un sujet respectable à respecter, bien sûr. Mais c'est pas une personne au sens où on l'entend quand on estime lui donner les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'un adulte. Hein. Il a besoin d'une première chose très importante, c'est d'être protégé. Parce que certes, il a des capacités extraordinaires, mais il a aussi un grave défaut, c'est que son système nerveux central n'est pas apte à filtrer un certain nombre de choses. C'est-à-dire que par rapport à nous, il ne peut pas filtrer les excitations comme nous. Et donc si on essaye de le gaver, comme on pourrait imaginer avec certains programmes d'éducation, hein, ça va rapidement lui poser des problèmes au niveau de l'excitation. C'est-à-dire qu'il va avoir du mal à réguler l'excitation. Alors qu'est-ce qu'il est capable de faire, ce bébé? On a fait des tas d'expériences avec des méthodologies de succion non nutritive, c'est-à-dire qu'on fait tétouiller des bébés avec des sucettes, et on s'est aperçu que les bébés tétouillent régulièrement. Quand il y a un truc nouveau, ils tétouillent vachement plus, parce qu'ils disent, tiens, c'est un truc nouveau, qu'est-ce qui se passe? Puis quand ils connaissent, ils tétouillent moins ou pas du tout. Alors quand on relie ces tétines à des ordinateurs et qu'on les soumet
à un certain nombre de messages, ben on voit s'il connaissait ou s'il connaissait pas. Et c'est vrai que ces expériences ont été des découvertes extraordinaires. On s'est aperçu que des bébés de quelques jours, bien sûr, repéraient l'odeur du lait de leur mère, mais au-delà de ça, l'odeur de leur mère en général, la langue maternelle, la langue du père et de la mère, mais aussi la voix maternelle, la voix paternelle un petit peu plus tard, que très vite ils distinguaient les différentes langues, mais aussi les consonnes et les voyelles dans notre langue. 2 consonnes différentes, ils étaient capables de dire, c'est extraordinaire. Seulement, c'est une base. C'est quelque chose qui est là, qui va leur permettre, par exemple, d'être très empreint du langage ambiant, mais c'est sûrement pas quelque chose qu'il s'agit de développer trop tôt, un peu comme ça a pu être dit au Japon, pendant votre grossesse, prenez donc des fiches avec des idéogrammes, regardez-les très vite, pénétrez-vous de ça, puis quand votre bébé naîtra, mettez-lui ça, il va apprendre à lire plus vite. Ce qui est peut-être vrai. Seulement, il n'investira pas du tout la lecture, comme si vous lui lisiez La Chèvre de Monsieur Seguin, tranquillement, le soir, ou bien l'histoire de quelques héros infantiles que ce soit, avec votre émotion. Ça, c'est pas du tout la même chose. Hein. Le langage qu'on va transmettre à un enfant, il va être lié à nos émotions. Et en ce terme, vous allez voir que même les compétences du bébé sont très influencées par nos émotions. Il y a une expérience jolie qui est, on prend des bébés et pendant la grossesse, on demande aux parents de leur faire écouter la même musique ou des musiques à peu près identiques pour vérifier quand ils naissent s'ils reconnaissent ces musiques parmi d'autres. Et par exemple, un couple adore le hard rock, donc ils vont voir des concerts de Slipknot ou autres groupes quand même assez agités, hein. Donc le bébé, il est soumis à ça régulièrement. Puis un autre couple, la maman est harpiste. Donc elle joue de la harpe toute sa grossesse et le bébé entend la harpe. Quand les bébés naissent, quelques jours après la naissance, on les met dans des systèmes où on leur fait passer les 2 musiques. Alors, comme on s'y attendait, mais ce qui est quand même surprenant, le bébé qui a eu l'habitude du hard rock s'endort comme un bienheureux en écoutant de la musique qui nous ferait vraiment pas dormir. Et quand il entend de la harpe, il pleure. Et l'autre, bien sûr, quand il entend de la harpe, il s'endort, et quand il entend le hard rock, il s'énerve. Mais ce qui est très joli, c'est que le papa, qui adore le hard rock, et qui assiste à l'expérience, quand on met la harpe à son bébé, qui se met à pleurer, il dit « Enlevez cette musique, c'est horrible, c'est inaudible, c'est affreux ». Ça prouve bien que lui, il supporte pas la harpe, et qu'il va transmettre, en dehors de la musique qu'il va transmettre cognitivement, parce qu'elle est répétitive, l'enfant va l'intégrer, il va transmettre des émotions aussi avec. Il va lui dire, mon fils, ma fille, moi j'aime cette musique-là, qu'est-ce que c'est bien d'écouter ça ensemble. C'est ça qui fait toute la différence, vous comprenez? Apprendre à parler avec une synthèse vocale, c'est pas pareil qu'apprendre à parler avec un papa et une maman qui mettent de l'affection, de l'amour, des émotions dans ce qu'ils vont nous dire. C'est radicalement différent. Et c'est ça, être un être humain. Et penser qu'on va mieux éduquer un enfant, mieux lui donner de choses, en le surbouquant, en lisant tous les livres sur le développement et à chaque moment, cognitivement parlant, lui donner comme ça tous les outils pour qu'il utilise au mieux ses capacités, je crois que c'est faire extrêmement fausse route. On aura éventuellement une chance de fabriquer un enfant extrêmement intelligent au sens de l'intelligence pure, ce qu'on appelait le facteur G autrefois, mais ça fera sûrement pas un être humain de relation. Or, beaucoup de livres pour enfants expliquent souvent le secret du bonheur. Alors, c'est ou la fée ou le génie qu'il a, mais c'est quoi le secret du bonheur? C'est de pas être seul. Les êtres humains sont faits pour être en relation. Et ce type d'éducation ne pousse pas du tout à la relation. Après, dans la place de l'enfant, il y a aussi tout ce qui s'est joué sur la procréation médicalement assistée. Je vous ai mis un truc un peu rigolo à gauche. Mais on va aussi vers tout ce fantasme quand même du clonage. Hein, c'est pour ça que je vous ai mis Titeuf qui photocopie les bébés plutôt que de les faire. C'est une jolie théorie sexuelle infantile, mais on n'en est pas forcément très très loin avec le clonage. C'est-à-dire que sur un plan culturel, il y a des choses qui ont été véritablement bouleversées dans notre esprit par un certain nombre de problématiques comme celle-là. Et se situer comme parent au milieu de tout ça, c'est sans doute différent d'il y a 50 ans. Il y a beaucoup plus de variables, beaucoup plus de choses qu'on sait sur le bébé, et du coup, beaucoup de parents ont du mal à être, j'allais dire, naturels. L'autre jour, j'ai déjeuné, j'allais faire une conférence à Biarritz, et il se trouve que j'ai déjeuné avec un de nos députés qui était le président du Conseil général, et qui me disait, moi, des fois, j'ai envie de dire aux parents, soyez mammifères. Et je lui dis, vous avez raison.
C'est-à-dire qu'on finit par perdre notre bon sens et notre style sous prétexte d'être juste formatés et formater nos enfants pour qu'ils soient les plus efficients, les plus performants dans notre société. Je crois que là, on fait fausse route. On est aussi dans une société où les médias et l'image ont une place absolument extensive, envahissante, et à mon avis assez dangereuse pour les tout-petits. Pourquoi? Parce que l'image empêche souvent, quand elle est répétée et consommée comme ça, seule, empêche l'investissement des mots. Si vous êtes devant un jeu vidéo extrêmement sensoriel, avec du bruit, de la musique, quelque chose qui va très vite, et que vous êtes petit, et que vous vous développez avec ça beaucoup d'heures par jour, tout seul, sans échanger, sans en parler, ça va être beaucoup plus difficile de faire l'effort après d'écouter une histoire qu'on vous raconte. Parce que vous n'aurez pas de sensations, vous aurez des émotions. Et les émotions, d'abord, ça peut faire peur, d'être triste, d'être gai, c'est pas forcément évident, mais au premier abord, c'est moins facile que de prendre des sensations. Et c'est une évolution. Le bébé, au départ, il a que des sensations. Et puis, petit à petit, il a des émotions. C'est ça, grandir aussi. Alors, la culture de l'image, comme ça, tous azimuts. Ce matin, j'enregistrais un bout de reportage pour un journal télévisé là-dessus, sur les nouveaux jeux interactifs. Je pense que c'est des jeux intéressants et dangereux. D'avoir des jeux qui seraient censés nous remplacer par les images qu'ils vont pouvoir donner aux enfants très tôt, ou les messages qu'on va pouvoir enregistrer en donnant l'impression que on va être là à la place du jeu. On pourra en reparler, ça me semble être quelque chose de compliqué. Et puis dans ces images, il y a quand même énormément de violence. Mais on a dépassé le stade des westerns où il y avait 100 morts à la minute qu'on voyait de loin. On n'en est pas là. On a des messages qui peuvent être extrêmement pervers et qui sont malheureusement ouverts à tous, parce que à partir du moment où un enfant va sur Internet sans avoir un adulte à côté de lui, et même avec un filtre, il y a des tas de choses auxquelles il peut avoir accès et qui sont extrêmement inquiétantes. Je vous donnerai là un exemple, qui sont un certain nombre de sites avec des dizaines et des dizaines de toutes petites scénettes qui sont organisées soit avec des personnages type bisounours, vous voyez, ou petite fille, comme dans le dessin de ce petit garçon dont je vais vous parler, toute mignonnette, avec derrière une petite musique, et puis il se passe des choses horribles. Celui-là, il est quand même gratiné, c'est-à-dire que c'est une petite fille qui a une corde à sauter en fil de fer barbelé. Vous choisissez avec qui elle va jouer, avec des messages qui peuvent être tout à fait entendus comme racistes, puisque vous pouvez aussi sélectionner la couleur de peau du personnage, ce qui est quand même intéressant. Et à chaque fois que vous tournez la corde à sauter, il y a un membre qui saute. Donc vous l'amputez, le sang coule, la musique continue, la petite fille rigole tout le temps, et vous avez fini de jouer quand il est décapité. Et là, qu'est-ce qui se passe? On pourrait se dire, bon, quand même, il va se passer quelque chose. Ben voilà ce qui se passe. La petite fille sourit, rit, et fait comme si elle avait fait une bêtise. Et moi, je ne connaissais pas ça. J'ai connu ça grâce aux enfants que je vois. Et dont un jour qui a dit à sa mère, ça va pas du tout, tu sais, j'ai vu un truc chez un copain, etc., qui lui a raconté ça, c'est un gamin de 8 ans, et qui lui a dit, mais tu sais, maman, le plus dur, c'est que c'était les grands qui m'ont montré ça. J'ai pas osé dire que j'avais peur. Et après, le plus dur, c'est que j'arrivais pas à m'enlever le sourire de cette petite fille et son rire. Parce que c'était pas une bêtise qu'elle avait fait. C'est beaucoup plus grave. Donc cet enfant, je veux dire, il avait les pieds sur terre, lui. Mais vous imaginez qu'un enfant qui consomme ça, sans modération, sans reprise parentale, et il y en a des dizaines des comme ça. Je vous en fais une petite autre pour vraiment que vous soyez bien au courant et que vous vérifiez les ordinateurs de vos enfants et que vous en parliez autour de vous, parce que je trouve ça très grave. C'est le papa bisounours qui emmène son petit au square, je vous passe les détails, le petit tombe dans la boue, à la fin il se retrouve dans un lavabo dans la cuisine pour le laver, commence par les bouillanter, parce qu'il a mis de l'eau trop chaude, déjà c'est quand même sympathique, puis il se trompe sur le bouton de l'électricité, il déclenche le broyeur du lavabo, et à ce moment-là le bébé hurle, le père comprend pas ce qui se passe, ouvre le lavabo, visualise l'os de l'enfant, et qu'est-ce qu'il fait là aussi? Il fait, et ça se termine, game over. Alors vous en avez comme ça des dizaines, vous pouvez y passer 3 heures. Je vous passe les petits bonhommes japonais qui sont seuls contre 1500 personnes à se battre
avec du sang qui explose partout et des objets sur lesquels qu'on peut lancer sur ces personnages, alors même qu'il y a des jeux dangereux dans les collèges qui sont comme ça. On continue sur Internet à avoir ce genre de choses qui ne sont pas signalées aux parents et qui existent, qui sont produites. Enfin, moi, j'ai quand même beaucoup de mal à me dire qu'on ne résiste pas. Je veux bien que ça soit difficile de résister, mais on peut le dire. On peut dire aux gens, écoutez, attention, bon. Je crois que ce qui est difficile, c'est que du coup, cet outil peut être très vite perverti. En même temps, Internet, les jeux vidéo, il peut y avoir des choses très intéressantes pour les enfants, très utiles. Mais si on ne les laisse pas accompagner, ça peut devenir dangereux. Plus l'idée qu'il faudrait avoir de l'informatique très très tôt, des logiciels pour les tout petits, des jouets interactifs, comme je vous disais tout à l'heure, qui ne sont pas du tout à la portée sur le fond du fonctionnement mental du petit, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est-à-dire que lui, il a besoin d'abord de relations. Il n'a pas besoin de choses qui lui apprennent, il a besoin de gens qu'il aime, qui lui apprennent des choses dans un partage. Hein. Donc je pense que ça, c'est très important. Alors, l'évolution, ça prend du temps. Vous voyez, de 0 à 6 ans, il y a un monde. Entre un bébé qui ne parle pas et celui qui rentre au CP, c'est le jour et la nuit. Hein, à 6 ans, il sait qu'on ne doit pas mentir, qu'on ne dit pas zut à la maîtresse, que dans la rue, on ne dit pas aux gens quand ils sont gros qu'ils sont gros. Il a appris un certain sens moral, il commence à apprendre à lire, à écrire, il sait qu'il est un garçon, une fille, pourquoi. Bon. Mais tout se passe dans l'échange. Hein, vous avez sûrement une magnifique conférence d'Alain Bintolila, parce que c'est un grand conteur, Alain, qui vous a sûrement expliqué comment la naissance du langage est importante dans le décentrage que les parents apportent. Je te comprends, je te reconnais, mais là, attention, tu dois rentrer dans le code commun. Alors moi, je te comprends, mais le code commun, personne ne va te comprendre. Si tu dis c'est délicieux, c'est génial. Mais moi, je comprends. Attention, parce que ailleurs, on ne comprendra pas. C'est délicieux qu'il faut dire. Ça n'empêche que le mot délicieux va rester, et que quand le petit en question aura 20 ans et qui sera à l'école d'ingénieur, qui viendra le dimanche chez sa maman, elle lui fera son poulet frites préféré et elle lui dira en riant c'est délicieux. Hein. Et là, il rigolera, il dira bah oui. Mais elle a quand même décentré les choses et elle a dit le code commun, c'est délicieux. Hein. Et la maîtresse, elle a raison et c'est pas la maîtresse qui a tort. Hein. Donc voilà des choses qui sont tout à fait importantes dans l'échange et dans ce qu'on pose dans cet échange-là. Je te comprends, je te reconnais, mais attention, il y a aussi le socius dans lequel on doit rentrer. Et puis, il y a une culture. Hein, vous voyez à gauche une île dans laquelle on fume les bébés à la naissance. Si on fait ça à Aubervilliers, on va à la DAS tout de suite, quoi. Hein, donc c'est une culture particulière. Vous voyez ces bébés chinois à droite complètement langés, etc. C'est pas du tout ce qu'on fait chez nous. Donc bien évidemment, ces enfants-là vont pas avoir le même développement psychomoteur que les nôtres. Ils auront pas moins ou plus, ça sera différent. Les petits enfants africains portés sur le dos n'ont pas les mêmes stratégies motrices que les nôtres qui sont portés sur le ventre. Ils sont plus précoces dans certains domaines, un peu en retard dans d'autres, comme les nôtres sont par rapport à eux en retard dans certains domaines et en avance dans d'autres. Ça dépend de la culture. Mais alors, on est quand même dans une culture particulière où nous, adultes, on ne peut pas se séparer. Vous avez un petit peu trop vite. Ça accélère, là, j'ai un petit peu... Bon, alors on va rétrograder. Donc, dans la culture de l'accélération, vous voyez ce que ça donne. C'est-à-dire que moi, je vois la pendule en même temps, alors c'est ça qui est compliqué. Donc, on est aussi dans une culture, nous, de la non-séparation. Le téléphone portable, je vous ai mis cet exemple parce que j'aime bien ce dessin, mais c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire que les adultes eux-mêmes n'arrivent pas à se séparer et passent leur temps à s'appeler pour rien se dire à certains moments. Hein. T'es là? T'es où? Ah, t'es là. Très bien, bah, je te rappelle dans 5 minutes. Hein. Il y a une très jolie chanson sur ceux qui n'arrivent pas à raccrocher. Enfin bon. Alors, on demande aux enfants de se séparer, de grandir. Et nous, on est comme les parents du début, accrochés à notre portable, en ayant peur de perdre l'être aimé si on n'a pas un SMS toutes les 5 minutes. Alors, peut-être qu'il faut qu'on y réfléchisse. Alors, les phases de développement, un grand truc, pas trop vite, pas trop fort. Les bottes de 7 lieues dans les contes, ça existe, mais c'est pas 24 heures sur 24. C'est à un moment donné, quoi. Il y a un gros problème, il y a vraiment un moment très difficile, alors on chausse les bottes de 7 lieues magiques et on saute les obstacles. Mais dans la vie, on marche avec des chaussures et pas avec des bottes de 7 lieues. Donc les étapes s'enchaînent. L'une est l'héritière de l'autre, il y a des repères. Et il y a quand même très peu d'irréparables. C'est-à-dire qu'on peut rater des trucs. Bien sûr, on n'est pas parfait. Heureusement, c'est affreux d'avoir des parents parfaits. On ne peut jamais s'en séparer, vous vous rendez compte? Si on a des parents parfaits, comment leur dire zut? Comment devenir adolescent? C'est pas possible. Il faut que les parents soient faillibles, humains, pour qu'on avance. Donc, il y a peu d'irréparables. Il y a des choses à pas rater régulièrement.
Hein, si régulièrement vraiment on n'arrive pas à faire quelque chose avec son enfant, on finit par payer les pots cassés. Mais le développement, c'est plutôt l'âge de la pierre polie, vous voyez. Ça se passe comme ça de se développer. C'est pas du jour au lendemain. Hein. Les acquis se posent. Certains enfants, du jour au lendemain, ils vont être propres, mais ça ne veut pas dire que comme ça, c'est arrivé. C'est avant, ils ont préparé le terrain. Hein, c'est pas la pierre taillée où d'un seul coup, clac, il y a un éclat qui part et c'est passé. Non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, on peut régresser à certains moments, parce qu'on a un petit frère qui arrive, tout ça, on a le droit. Hein. Et puis, on peut aussi se fixer quand on a un problème, à un stade de développement, et là, on rentre dans la pathologie. Et puis, chaque enfant a son style. Il y a des enfants qui parlent plutôt que d'autres qui dessinent plus avant de parler. Faut pas avoir une obsession, par exemple, de la réussite du bonhomme tétard en petite section de maternelle. Hein. Pas de cours de bonhomme pendant les vacances d'été, hein, avant la petite section, quoi. Je veux dire, il y en a qui dessinent plus tôt, d'autres plus tard. Je crois qu'il faut être quand même assez relax par rapport à ça. Par contre, il ne faut pas être relax sur notre disponibilité psychique à nos enfants, sur le temps qu'on peut passer avec eux. Ça, c'est essentiel. Et jamais aucun nounours, soit-il aussi magique qu'il soit, enregistrerions-nous des dizaines de messages de notre voix dessus, ne pourra remplacer notre relation imparfaite avec l'enfant. Il a besoin de nous, de notre disponibilité, et pas d'objets pour nous remplacer. Par exemple, vous savez qu'il existe des machines à bercer maintenant. Hein, c'est-à-dire qu'on met le petit dans une balançoire, on appuie, on règle comme au micro-ondes, vous voyez, 5 minutes, 10 minutes, plus fort, moins fort. Bon. C'est parfait. Il y a juste le temps de bercement qu'il faut. Mais c'est l'horreur. Un enfant, il a besoin de notre fatigue aussi pour s'arrêter de pleurer. On régule aussi les choses comme ça. Donc surtout pas de machine à bercer, berçons-les, ça oui, un certain temps, pas trop, et montrons ce qu'on est des êtres humains. Hein. Alors, les premiers mois, c'est quand même très important. Pourquoi? Parce que le bébé, vous le voyez là, c'est Sa Majesté le bébé. Hein, il est le roi, et d'après Winnicott, il a l'impression qu'il crée le monde. Tout ce qui est bon, il a l'impression qu'il fait ça, et clac, ça arrive. Il est celui qu'on attendait, c'est clair, vraiment, c'était juste ce qu'il fallait. Et la maman, Winnicott dit, elle est normalement folle, elle a la sollicitude maternelle primaire. C'est une maladie grave. C'est-à-dire qu'elle est complètement attentive à son bébé, elle anticipe ses besoins, et c'est bien. Et elle fait des trucs qu'elle ne refera jamais de sa vie. Par exemple, repasser des petites couches en coton, les plier vachement bien pour les mettre sur le matelas pour pas que son nez rougisse, etc. Et elle les range vraiment, c'est merveilleux. 3 mois après, elle se dit, mais j'étais folle, je passais 2 heures à repasser ce truc-là. Ça. Bon, mais c'est vachement bien qu'elle l'ait fait. Parce que l'enfant, à ce moment-là, il prend sur lui une énorme force en lui qui lui donne ce que nous, on appelle le narcissisme primaire, c'est-à-dire l'estime profonde de lui de départ, on pourrait dire. C'est comme un puits dans lequel il va avoir beaucoup d'eau très pure, dans laquelle il pourra finalement puiser toute sa vie. Et dans les coups durs, je vous assure qu'on a besoin de narcissisme primaire. Pensez-y, hein, on revient à des choses basiques quand ça va pas, hein, quand la santé va pas, quand son couple va pas, quand le travail va pas. On a besoin de puiser en nous en se disant, bon, je suis pas complètement nul, je suis pas non plus génial, mais enfin quand même, bon, c'est ça le narcissisme primaire. Alors ça, c'est une base importante. Et c'est important d'y faire attention parce que, prenons l'exemple d'une maman déprimée. Elle a une dépression du postpartum, ça arrive, c'est pas de sa faute. On va pas dire, ah là là, mon Dieu, elle a une dépression. Non, elle a sûrement des raisons de se déprimer. Par contre, il faut l'aider. Parce que si ça dure, elle va pas interagir avec son bébé, avec cette espèce de plaisir, hein, et d'investissement, comme je viens de vous le décrire. Et là, le bébé peut être en difficulté. Donc si ça va pas, si c'est difficile, il faut consulter et il faut se faire aider. Alors, le bébé est une personne, je vous l'ai dit, attention, hein, et le bébé interagit avec sa mère, notamment, dans une relation vraiment en miroir. C'est-à-dire qu'il la regarde, elle le regarde. Winnicott dit, le bébé se reflète dans ses yeux, et il se voit, et la mère se voit dans les yeux de son bébé. Ça, c'est assez vrai, qu'on devient parent quand le bébé est là. Pour les pères, c'est pareil. Hein. Le bébé est là, il nous rend parents. Hein. Mais alors, il nous rend parents avec aussi des prédéterminations, parce qu'on n'est pas des êtres humains sans racines. On est tous des héritiers. On est héritier de notre culture, mais on est aussi héritier de notre histoire. Et en plus, dans un couple, les histoires se tricotent. Alors tout ça va faire que
parfois c'est un peu plus difficile quand dans la famille, il y a un peu des espèces de mandats. C'est-à-dire que faudrait que ce bébé, je sais pas, il devienne polytechnicien, président de la République, je sais pas, enfin, quelque chose d'obligatoire pour lui. Ça va être plus difficile pour le bébé, parce que du coup, à chaque fois qu'il sort un peu des, vous voyez, des cases, par exemple, il naît trisomique, vous voyez, c'est dur quand vous avez prévu qu'il soit polytechnicien, quoi, pour réparer je ne sais trop quelle faute familiale. C'est plus difficile. Alors, il va falloir travailler ça. Parce que certains enfants trisomiques vont très bien, parce que leurs parents vivent ce handicap le moins mal possible. D'autres, c'est beaucoup plus difficile, parce que leurs parents sont beaucoup trop blessés par ça. Et c'est souvent à cause de leur propre histoire. C'est pas de leur faute, ils sont pas méchants, ces parents-là. Par contre, il faut prendre le temps d'en parler avec eux. Alors, vous voyez, tout ça montre que ça prend du temps à réfléchir. Et puis, on est aussi dans une société où le par excitation, je vous l'ai dit, est quand même pas tellement au programme. Or, à ce moment-là, dans les premiers mois de la vie, le bébé, il filtre mal les choses. Alors, le kangourou face à la rue, vous voyez, ou la poussette tout-terrain avec le bébé de 3 mois dans les embouteillages parisiens, vous-même en roller avec un téléphone sur l'oreille, faut pas s'étonner qu'ensuite, il soit hyperactif, quoi. D'accord? Parce qu'ils sont plongés, ils sont immergés dans l'excitation. Alors, il y a 2 solutions. Soit vraiment ils supportent pas, ils hurlent, ils sont mal, et puis au bout d'un moment, on se dit, ah bah non, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Soit ils s'élèvent comme ça, et ils deviennent dépendants de cette excitation-là. Donc, c'est un peu paradoxal. A priori, un bébé de cet âge, il a besoin de voir le monde à travers notre regard. C'est nous le filtre. Alors, si on le met face au monde, dans le bus, vous voyez, c'est un peu rude. Et notre société est comme ça. Or, un tout petit bébé, ça nous rend dépendants. C'est obligatoire. C'est une illusion totale de dire qu'un bébé ne change rien dans sa vie. C'est faux. Il a besoin de changer notre vie. Il a besoin qu'on soit dépendant de lui pendant un temps. Il a besoin de nous rendre dépendants. On change nos habitudes, on ne va plus au cinéma pareil, on ne trimballe pas dans le métro en pleine épidémie de bronchiolite, il y a des choses qui doivent changer. Et bien sûr, la place de la femme a changé. Je vous ai mis ce tableau de la Renaissance qui est magnifique, où il y a 3 femmes, quoi. Il y a l'amante, l'intellectuelle, etc. au premier plan, derrière il y a la nourrice, et puis au fin fond, il y a la bonne, quoi. Mais maintenant, les femmes, elles sont toutes à la fois. C'est-à-dire qu'elles doivent être, selon les magazines, super désirables sexuellement, minces, en avant, bien professionnellement, etc. Elles doivent allaiter, parce que l'allaitement, c'est le mieux pour les bébés, etc. Et puis, elles doivent avoir une maison nickel, parce que sinon, vous avez les 2 dames de la télé qui arrivent et qui récurent chez vous. Et si par hasard, vous n'avez pas dire à votre enfant non, vous avez super nanny qui arrive, qui vous dit non, non, non. Donc, la femme, elle est quand même bien cadrée là-dedans. Et beaucoup de femmes, à l'heure actuelle, ont des problématiques assez dépressives, parfois masquées, parce qu'il y a trop de variables. On leur demande trop. On demande... par exemple, je me rappelle d'une demande qui m'avait impressionnée. Des femmes qui disaient, voilà, c'est pas juste, parce que dans nos carrières, quand on fait nos enfants jeunes, ça nous handicape dans la carrière. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on congèle nos ovules, parce qu'après, quand à 35 ans, on est moins fertile, donc congelons nos ovules, on fera des bébés après, parce que c'est pas juste. Les hommes, eux, ils peuvent faire des bébés quand ils veulent. Alors, c'est quand même impressionnant, parce que bien sûr que les hommes et les femmes, ils sont pas pareils sur le plan de la fécondité. Mais ça, c'est une réalité biologique. On peut pas aller contre. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est avoir un système social qui fait que les femmes ne payent pas dans leur carrière. La chose extraordinaire qu'elles font, c'est de produire des enfants pour la société aussi, quelque part. Ça, oui, on peut faire. Mais on ne va pas râler et devenir féministe dans le mauvais sens du terme en disant « changeons la biologie, c'est pas juste ». Non, changeons la société, c'est pas juste, mais pas la biologie. Vous voyez, les messages peuvent parfois devenir comme ça un petit peu paradoxal. Donc le développement est syncopé, il prend du temps, inutile de passer le turbo, le temps soi-disant gagné est perdu après. Si on ne passe pas bien une étape, si on ne va pas en profondeur dans cette étape, de toute façon on trouvera les problèmes après. Donc on a dit, faut du temps, etc., etc. Et les conflits, c'est la vie. Chaque étape de développement entraîne des conflits. Alors voilà un conflit, vous voyez. Au départ, le bébé, il est comme en haut à droite. Freud disait c'est un pervers polymorphe. Il prend du plaisir à droite. Oui, en haut à droite, là, le petit en haut à droite. Donc lui, c'est un pervers polymorphe. Il prend du plaisir partout.
Vous le touchez, il a du plaisir. Vous lui parlez, il a du plaisir. Vous l'embrassez, il a du plaisir. Vous le bercez, il a du plaisir. C'est merveilleux, quoi. Ça fait rêver, hein. Des fois, on a envie de régresser un petit peu à cet état-là. Et il est un réservoir de désir et il fonctionne, avec sa maman en sollicitude maternelle primaire, comme quelqu'un qui n'aurait qu'un principe de plaisir. Je veux, j'ai. Alors évidemment, vous savez bien que dans la vie, c'est pas comme ça. Donc petit à petit, les parents vont introduire la réalité et ce que Winnicott appelle la mère suffisamment bonne, c'est-à-dire qu'elle va frustrer un peu son enfant, pas être parfaite, introduire des petits hiatus, hein. Mais tout ça avec ce que je vous ai mis. Je pense que les fonctions parentales essentielles, c'est la cohérence. On ne change pas d'avis tous les jours. Un jour, bah oui, tu peux dormir dans mon lit. Bah, le lendemain, bah non, tu peux pas dormir dans mon lit parce que je suis fatiguée ce soir. Au contraire, autre chose. Bon, ça va pas. La fiabilité, la continuité, l'anticipation possible pour l'enfant. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'enfant, vous ne soyez pas un parent à géométrie variable. Vous puissiez avoir des styles que l'enfant repère. À ce moment-là, bah, le principe de réalité, moi je dis souvent aux parents, bah, vous lui dites c'est la vie, quoi. On peut pas tout avoir. Bah oui, t'as pas la dernière console, machin. C'est la vie. C'est pas possible. Là, moi, je peux pas. Et j'aime beaucoup aussi le dessin d'en bas à droite. Vous voyez, le principe de réalité, c'est ça. Je passe de, mais je ne suis donc pas Dieu tout-puissant. Comment continuer à vivre? Bon, ok, j'accepte d'être une divinité mineure, quoi. Hein, c'est ça l'enfant. L'enfant tyran, il reste comment? Je suis pas Dieu, mais c'est pas possible. Ça, c'est quand même un gros problème. Alors évidemment, il y a un temps d'adaptation. On l'a vu, le bébé, il a du mal à dormir, il a du mal à s'alimenter. Tout ça, c'est la vie, c'est un tyran normal, j'allais dire. Mais évidemment, c'est beaucoup plus facile quand on est un couple uni avec un bébé qui va bien. Vous voyez, c'est vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade, quoi. Bien sûr que c'est plus dur quand on a ce qu'on appelle maintenant le baby clash, c'est-à-dire les divorces pendant la grossesse ou juste après, ou bien quand on a un problème de santé ou quand on a un deuil. Bon, mais à ce moment-là, il faut se faire aider. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans quelque chose où on porte tout et on tourne en rond, parce que si ça dure, ça sera difficilement rattrapable. Si une fois, deux fois, ça va pas, c'est complètement rattrapable. Vous savez, quand vous tricotez, moi je suis très nulle en tricot, je saute des mailles, ah, je vais les rattraper. À la fin, ça fait un tricot avec mon style. Tout le monde sait que c'est moi qui l'ai tricoté. Mais c'est un tricot, il tient, il est solide. Bon, il est original. Bon, mais si j'en saute trop et que je les rattrape pas, alors là, évidemment, ça va être la catastrophe. Ça sera même plus mettable, hein. C'est genre le Père Noël est une ordure, vous savez. Oh, une serpillière, voilà, c'est un peu ça. Bon. Alors, chacun sa place là-dedans, hein. Le père, la mère, les grands-parents. Alors, encore une fois, un homme, une femme, c'est différent. C'est d'ailleurs pour ça que c'est rigolo. Parce que si on était tous pareils, ça serait beaucoup moins drôle. Alors, à travail égal, salaire égal, ça, oui, mais on n'est pas identiques. Pourquoi on demanderait à un père d'être forcément super maternant, quasiment plus que sa femme? Non. Les pères et les mères ont des fonctions différentes et parfois identiques, parfois complémentaires, parfois contraires. Hein, le père, c'est plutôt celui qui va jouer à l'avion et la mère, plutôt celle qui va arriver en disant arrête de le secouer comme ça, là, il vient de prendre son biberon. Bon, ça s'équilibre. Hein. Il y avait une étude très jolie où on interviewait des pères et des mères autour du change de bébé. La mère disait « Oh, les jolies petites fesses. Oh, ce petit ventre. Oh, j'en mangerai, etc. » Le père disait « Ah, mais qu'est-ce que tu regardes là? Ah, c'est la lumière de l'extérieur. » Bah oui, c'est le soleil, évidemment, tu vois bien. C'est-à-dire que dans un cas, la mère reprenait l'enfant dans une base de repli de relations charnelles et le père l'ouvrait sur le monde et tout ça, c'était complémentaire. Il y avait même un père qui disait « Ah, tu rigoles quand je te chatouille. Tu riras moins quand tu paieras tes impôts. » Hein? Alors bon, moi je suis psychanalyste, mais pas lacanienne, je pense qu'il ne comprenait pas les mots, mais ce qu'il comprenait, c'est que son père l'entraînait ailleurs, plus dans la fusion, mais vers autre chose. Et c'est complémentaire, c'est bien, c'est sain. Les grands-parents, c'est pareil, hein, à la maternité. Qu'est-ce qui arrive à la maternité? Il arrive les bonnes fées. C'est-à-dire que déjà, les deux grands-mères, elles arrivent généralement à peu près en même temps à la maternité. Déjà, c'est à celle qui va repérer la première, le bébé. Ah, ça y est, c'est lui, c'est elle. Des fois, elles ont déjà zioté le pyjama avant, donc elles cherchent. Ah, c'est le bon pyjama. Et ensuite, elles arrivent, et c'est très important pour la mère qui vient d'accoucher, le père du bébé et le bébé, elles authentifient la pièce. C'est-à-dire qu'elles disent « Ah, il ressemble. Alors les pieds, c'est de notre côté. Bon, les cheveux, c'est du vôtre. Ok, je concède. Hein. Les yeux, c'est vraiment un mélange. Hein. Et c'est fondamental, parce que ça inscrit l'enfant dans la filiation.
Hein. Et là, même les imperfections, on les oublie parce qu'on est tellement content que c'est important. Et les grands-parents, c'est essentiel. Pourquoi ? Quand ça se passe bien, parce qu'aussi on peut avoir des conflits avec ses parents, et là c'est très difficile. Mais quand ça se passe bien, c'est ceux qui vont être le garant du temps, justement. Parce qu'ils ont vécu dans un autre temps où le temps était différent de maintenant. Et ils peuvent faire passer à l'enfant que... arrête d'accélérer, quoi. Hein. On n'est pas obligé de faire tout à 250 km/h. Oui, l'ordinateur ne répond pas immédiatement, mais tu vois, moi, quand j'avais ton âge, je ne sais même pas ce que c'était qu'un ordinateur. Et on n'a qu'une génération et demie ou 2 générations de différence. Oh là là, ça fait réfléchir. Et puis les grands-parents, c'est aussi ceux qui connaissent les parents très bien. Et qui peuvent dire, bah, ton père t'a grondé, il a eu raison, c'est normal. C'est normal. Ceci étant, quand il était petit, je peux te dire que moi, je l'ai grondé vachement, parce que les bêtises que tu fais, il les a faites. Hein, ça aussi, ça réinscrit les choses dans une certaine temporalité. La seule chose qui est négative, c'est quand les grands-parents disqualifient les parents. Mais sinon, cette articulation-là est très positive. Hein. Alors, chacun à sa juste place, un bébé, ça réajuste une relation de couple. Vous voyez, en bas à gauche, il y a un problème, quoi. Elle a choisi d'allaiter, mais le père, il est totalement déprimé, quoi. Il ne sait pas comment se mettre dans cet allaitement, quelle place est la sienne. Et puis en haut à droite, il a une réaction paranoïaque. Je suis sûr que tu as quelqu'un dans ta vie, tu t'occupes plus de moi. Bah oui, elle est la sollicitude maternelle primaire, donc elle s'occupe plus de lui tout à fait pareil pendant un temps. Hein. Donc ça aussi, ça se réajuste. Et nous, ce qu'on voit dans les problèmes, c'est quand un des parents est blessé en fonction de son histoire. C'est encore une fois pas sa faute. C'est idiot de dire c'est sa faute. Mais parfois, l'histoire fait que c'est très douloureux. Et ça, il faut en parler parce que si ça reste comme ça, on aboutit parfois secondairement à des explosions de couple. Ce qu'on voit malheureusement de plus en plus souvent avec des petits bébés. Hein. Alors, les stades de développement, on va les passer un peu en revue. Hein. Le premier, je vous ai mis des âges de repère. Hein, mais attention, on n'est pas à 1 mois près, ni à 2 mois près. C'est pour que vous ayez une idée. Hein. Et chaque stade de développement, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il est lié à une zone du corps de l'enfant par laquelle il va prendre plus de plaisir, et il est lié à un type de relation avec ses parents. Donc on va essayer de regarder les grands enjeux, vous voyez ? Tout se joue pas avant 6 ans, mais là, il y a des enjeux importants. Il ne faut pas rater tous les jours ce truc-là. Mais on peut le rater une fois, 2 fois, 10 fois et retricoter autrement. Ou il peut nous arriver une tuile qui fasse qu'à un moment donné, ça n'aille vraiment pas et on va pouvoir rattraper les wagons si on en a conscience. Ce qui est compliqué, c'est quand on n'en a pas conscience. Hein ? D'accord ? Ça, c'est ça qui est important. Alors, le stade oral, c'est vraiment une relation qui est une relation à 2 avec l'enfant. Hein. La mère, elle a en tête son mari ou son compagnon, mais quand elle allaite le bébé, elle est vraiment prise par le bébé. C'est une relation à 2, hein, où elle retrouve des sensations corporelles même de la grossesse, hein, et où c'est très fort sur un plan corporel entre l'enfant et elle. Et l'enjeu, c'est l'alimentation, mais sur le plaisir de l'alimentation vont se construire d'autres plaisirs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir du plaisir en tétant sans être nourri. Et petit à petit, on va même avoir des auto-érotismes, c'est-à-dire qu'on va téter son pouce, on va téter une sucette, et on va se mettre à penser, à partir de là, bah tiens, c'est vachement agréable, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais je sens un truc au bout de ma main, et puis en même temps à l'intérieur de ma bouche, ah bah ça serait peut-être à moi, ce truc que je suis en train de sucer. Enfin, vous voyez, tout ça s'articule aussi sur le plan du corps. Hein. Et évidemment, il faut faire attention, parce que là aussi, le mieux peut être l'ennemi du bien. Hein. On est très binaire à l'heure actuelle dans les messages aux parents. Par exemple, il faut allaiter. Oui, bien sûr, c'est très bien d'allaiter. C'est formidable, c'est mieux pour les antigènes, les anticorps, nanana. Mais si on a, là je vous ai mis quelques exemples, on pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Si on a des difficultés avec son corps en tant que femme, si on a l'impression que quand on allaite, on est sale, dégoûtante, si on a l'impression que notre bébé nous bouffe quand on allaite, si on a l'impression qu'on a des sensations quasi érotiques et que c'est très gênant, bah, vaut mieux pas allaiter et donner un biberon. Ça veut dire que dans notre histoire, il y a quelque chose qui est compliqué avec ça. C'est pas un drame. C'est un drame à Madagascar, parce que s'il n'est pas allaité, le petit meurt, parce qu'il n'y a pas assez de lait. Mais heureusement, en France, on n'en est pas là. D'accord ? Donc bon, pourquoi obliger absolument ? Bien sûr qu'il faut faire une politique disant l'allaitement, c'est très bien, etc. Bien sûr qu'il faut favoriser ça. Bien sûr qu'il faut aider les femmes à le faire. Mais on a aussi là une conduite paradoxale. À Paris, par exemple, si en plus vous êtes médecin, vous accouchez 2 jours après, vous êtes dehors. Hein, parce que la maternité est bourrée et ça tourne. Donc votre montée laiteuse n'a même pas eu le temps d'être faite.
Vous n'avez plus la grand-mère et tout à côté, parce qu'à Paris, beaucoup de familles ne sont pas comme ça élargies, et donc vous vous retrouvez avec un allaitement qui débute dans des conditions catastrophiques. Donc allaitez, mais débrouillez-vous complètement toute seule, alors qu'autrefois, il y avait tout un étayage familial autour de ça. Donc ça peut aboutir à des catastrophes d'allaitement, et d'allaitement qu'on est obligé d'arrêter brutalement, ce qui est très mauvais pour le bébé. Donc là aussi, arrêtons d'être binaires. Oui, il y a des messages de santé publique, de prévention, mais au cas particulier, voyons si c'est adapté ou pas. Si le mari accepte, si tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses à réfléchir autour de ça. Et puis, prenons notre temps en postpartum, hein. Arrêtons de sortir des maternités à 2 jours, sauf si, comme en Suède, il y a tout un système à domicile, ce qui n'est pas le cas en France. C'est une période extrêmement importante, le postpartum blue, parce que si on n'est pas étayé, si on n'est pas pris en charge, on peut avoir des vraies dépressions. Comme vous voyez cette maman, là, enfin, vous la sentez pas bien, quoi. Elle allait, elle regarde même pas son bébé. Elle a un visage complètement figé. Ça va pas du tout comme histoire, hein. Alors, bon, il faut travailler ça. La naissance de la pensée, on en a parlé tout à l'heure. Finalement, le bébé, il va commencer à penser à partir du moment où il est en manque, où sa mère le frustre un petit peu. Il va se rappeler les bons moments, parce que ces bons moments lui manquent. Et à ce moment-là, il va se représenter dans sa tête ces bons moments. Au départ, c'est très corporel. Après, il y a plus de pensées. Et évidemment, si vous le comblez en permanence, ça ne va pas aller. Il va falloir que vous deveniez une mère suffisamment bonne pour le frustrer un petit peu. Et que votre mari vous rappelle que vous êtes aussi une femme et pas seulement une mère. Et que vos copines vous rappellent en disant quand est-ce qu'on sort ensemble au restaurant un soir, tu peux peut-être laisser le petit à quelqu'un, hein. Autre chose intéressante dans ce moment de développement qui est magique, parce que les bébés sont des êtres qui nous font des cadeaux énormes, c'est tout ce qui se joue autour de l'attention conjointe. Il y a un stade autour de entre 6 et 15 mois selon les enfants, où ils vont vraiment attirer votre attention sur des choses pour vous faire penser en même temps qu'eux à ces choses-là. On appelle ça le pointing proto-déclaratif. C'est un peu compliqué, mais c'est ça que ça veut dire. Alors moi, j'aime bien le proverbe chinois, vous savez, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Alors, quand ça se passe mal dans une relation mère-enfant, par exemple avec une mère déprimée, c'est ce qui se passe. C'est pas qu'elle est idiote, c'est qu'elle est déprimée. C'est-à-dire qu'elle regarde le doigt et elle comprend rien. Alors que quand ça se passe bien, elle va regarder dans la direction, elle va dire ah ben, je comprends pas, qu'est-ce que tu montres? Mais c'est pas possible, tu me montres la lune, mais tu as vu que la lune existait. Là, immédiatement, elle prend son portable, elle appelle son mari, elle dit tu sais, il m'a montré la lune, etc. Et là, on va commencer à discuter autour de la lune. Mais tu l'as vue, mais oui, elle brille. Lui, il est content, enfin, il a compris qu'elle avait compris. Elle a mis du temps, mais elle a compris ce qu'il voulait lui dire. Et ils vont commencer, dans un bain de langage, à parler des émotions autour de ça. C'est-à-dire que le bébé va surprendre, décaler et introduire, lui, une pensée que vous allez partager avec lui. C'est un moment extrêmement important qui est fondateur pour le langage, pour le jeu, pour les apprentissages, pour plein de choses. Et quand on n'a pas ce signe-là en place, beaucoup d'enfants psychotiques n'ont pas, vous voyez, accès à ça. Parce qu'ils ne peuvent pas attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose puisque l'autre n'existe pas vraiment. Hein. Mais c'est un cadeau merveilleux que d'avoir son enfant qui vous entraîne à penser quelque chose. Alors dans ce tout premier moment, on peut dire que le bébé, il est comme ça. Vous voyez, dans les premiers mois, il lui arrive un truc et il ne sait pas ce que c'est. J'ai faim, j'ai soif, j'ai peur. Il ne sait pas. Il n'a pas la capacité psychique et neurologique de comprendre ce qui se passe. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? D'après Bion ou d'après Meltzer, vous avez ce qu'on appelle la fonction alpha. C'est-à-dire que vous avez un appareil à penser les pensées dans votre tête. Vous prenez toute cette excitation de votre bébé qui hurle, qui ne sait pas ce qu'il a. Comme vous commencez à le connaître assez rapidement, vous faites des hypothèses. Oh, tu pleures comme ça, mais alors peut-être que tu as mal au ventre. Bah, ça c'est sûr, ça c'est un cri de mal au ventre. Hein. Éventuellement, vous êtes deux auprès du berceau. L'autre dit non, c'est pas le mal au ventre. Tu crois pas que c'est plutôt qu'il a faim? Enfin, vous allez faire des hypothèses et vous allez répondre. Et petit à petit, ensemble, vous allez tricoter avec le bébé. Et en quelques semaines, vous aurez déjà distingué 7 ou 8 cris différents. Et quand votre belle-mère arrivera et dira « Oh, il faut lui donner à manger », vous direz « Non, désolé, là c'est pas manger qu'il veut, c'est les bras pour un câlin. » Ou bien là, non, il pleure un tout petit peu, mais c'est juste avant de s'endormir, t'inquiète pas, ça va s'arrêter. C'est très important cette fonction alpha, vous voyez, de prendre en charge des choses, de les transformer, de les renvoyer au bébé sur un mode pensable et de tricoter ensemble les choses. Hein. Meltzer, lui, il dit, finalement, la mère va détoxifier l'agressivité du bébé. Il s'explose et elle va le prendre à son compte et lui renvoyer du bon et de l'apaisant. C'est le système aussi par excitation. Hein, si quand il s'énerve, vous vous énervez en chœur avec lui,
ça finit aux urgences pédiatriques à 22 heures, quoi. Et tout le monde excité, il pleure, on n'arrive pas à le calmer, etc. Ce qu'on a de plus en plus, hein, des parents qui sont vraiment perdus. Donc il n'y a pas de mode d'emploi des bébés. Le seul truc à dire, c'est qu'il faut apprendre à se connaître et tricoter ensemble. Alors évidemment, si on est dans l'état de la dame en bas à droite, on est quand même relativement peu disponible à son enfant, et il va finir par lui-même nous faire des cours, quoi. Ça va pas non plus, parce que si vous lui donnez pas assez au départ, il va avoir la sensation d'une dette. Il lui manque des trucs. Et ces enfants qui ont des dettes, ensuite, souvent, ils développent des problématiques de développement, parce qu'ils sont toujours dans la demande. Ils n'ont jamais assez, il faut en rajouter. Et ceux-là, ils deviennent souvent tyrans. Donc oui, on est dépendant au départ, petit à petit on frustre, et si on fait les choses bon an, mal an, en avançant, tranquillement, en étant disponible, alors l'enfant va se construire sur des bonnes bases. On a parlé de l'ère transitionnelle, c'est-à-dire de ce nounours ou de ce nain ou de cet espace de jeu qu'on va pouvoir investir au carrefour du corps de la mère, très rassurant, sur lequel on va pouvoir se replier, du monde extérieur qu'elle vous présente en disant mais c'est un monde sympa, intéressant, etc. Mais pas trop vite, pas trop fort. Et puis de nous, hein, on va du coup être en sécurité et on va pouvoir développer ce qu'on appelle la pulsion épistémophilique, c'est-à-dire l'envie de comprendre les choses. Regardez ce bébé en bas à droite, il cherche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une voiture. Papa, à chaque fois qu'il la prend, il fait vroom. Ça roule pas, je vais la retourner. Je vais peut-être voir ce qu'il y a dedans. Si j'ouvrais le capot, qu'est-ce qui va se passer, hein? Voilà un truc intéressant. Et puis petit à petit, je vais décentrer le truc. Ils font tous vroom vroom avec. Si je prenais une bouteille et que je fasse pareil, ah tiens, j'ai transformé la bouteille en voiture. Et tout le monde rigole en plus. Ah, il a transformé une bouteille en voiture, c'est fabuleux. C'est la première métaphore, hein. C'est bien avant le langage. J'ai transformé un objet en autre chose, hein. Alors ça, c'est extrêmement important, mais c'est pas des apprentissages. C'est du jeu, c'est de la disponibilité avec l'enfant, dans sa créativité à lui, dans la nôtre, et on l'autorise à grandir comme ça. On lui dit oui, vas-y, joue, transforme les objets, je suis d'accord avec toi, hein. Et ça prépare très confortablement les apprentissages. Bien sûr, la marche est une révolution psychomotrice, avec ce qu'on dit la jubilation. Elle s'assortit de beaucoup plus de non de la part des parents. Parce qu'évidemment, quand on marche, on explore l'espace et on va chercher des trucs intéressants. Alors là aussi, c'est compliqué de trouver la juste part des choses. Est-ce que on prend tous les objets, on les monte à 2,50 m quand ils marchent, ou est-ce qu'on laisse sur la table basse en cristal les verres de tante Adèle qu'on a eu pour notre mariage et qui coûtent 2500 € pièce, vous voyez? Alors peut-être il y a un entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles on tient vraiment, qui sont hyper fragiles, il a le droit à l'erreur, le petit il peut les casser une fois, donc bon, celles-là on les protège. Mais peut-être faut aussi lui apprendre que on touche pas à tout et qu'on peut pas dans le monde entier surélever les objets, hein. Et là on voit qu'on peut être en difficulté à l'heure actuelle parce que souvent on sait plus comment faire et on perd notre bon sens. Le bon sens, c'est de trouver le juste milieu entre les deux. Ensuite, il y a le stade du miroir où l'enfant va se reconnaître dans le miroir, c'est aussi une chose très très importante. Ensuite arrive le stade anal, le pot. Alors comment ça s'introduit? Vous voyez ce bébé, il est sur le pot. Et puis, il téléphone à un copain et il dit bah, ça lui a pris d'un seul coup. Elle a dit c'est fini les couches. La tienne aussi, elle a dit ça. Mais qu'est-ce qu'elles font, là, les mamans, là, d'un seul coup? Parce que c'est ça le pot. C'est quand même nous qui décidons. À un moment donné, alors il ne faut pas se rater. Il ne faut pas faire ça trop tôt. Il faut quand même être sûr qu'il a un peu envie, et il est capable neurologiquement. Donc 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi, ça dépend des enfants, hein, c'est en gros comme ça. On va s'y mettre. Alors là, la zone anale va être vraiment très investie par l'enfant, mais ce qui va être très investi au niveau de la relation, c'est je vais faire quelque chose contre mon corps. J'étais pas habituée à ça. Il va falloir que je régule mon corps pour faire plaisir à l'autre dans un premier temps. Parce que dans un premier temps, j'y trouve aucun intérêt, voire même, j'y trouve des ennuis. C'est-à-dire que j'ai des limites corporelles, et quand je perds une selle, c'est la panique. Il y a un morceau de sel, mais c'est à moi, mais je vais être complet ou pas encore? Est-ce que je vais partir en morceaux avec la selle ou est-ce que ça va aller? Des fois, les premières fois, c'est difficile. Hein, j'ai un collègue l'autre jour qui me racontait que sa petite fille avait fait dans le pot, c'était dans le jardin, elle était partie se balader, en revenant, il se trouve que le chien avait mangé l'intérieur du pot. Et elle était paniquée. C'est-à-dire qu'elle regardait, elle disait, mais non, un chien, j'ai quand même fait quelque chose, il n'y a plus rien, c'était la panique. Hein. Donc cette étape de régulation des limites corporelles est essentielle. Hein. Mais au-delà de ces limites corporelles, il y a aussi des limites plus sociales.
hein, qui est, eh ben, on me demande un truc, va falloir que je le fasse, même si c'est difficile, et pour y arriver, il va falloir que j'y trouve de la gratification. Il va falloir que je me sente important autour de ça, que je garde une maîtrise un peu des choses, par exemple où est-ce qu'on va mettre le pot, ça j'ai le droit de savoir, mais de décider, mais j'ai pas non plus tous les droits, et va falloir que je me plie à cette règle-là, et l'important, c'est que je me sente gratifiée et pas humiliée, que je ne me sens pas rabaissée, soumis, vous voyez, dans un mauvais sens du terme. Et c'est l'enjeu de ce stade de développement, et c'est très important, parce que plus en tant que parent, on est paniqué. Par exemple, le deadline de la rentrée à l'école, vous savez. Il y a le deadline de septembre de la petite section de maternelle. Il y en a un an avant, des parents, ils s'affolent déjà. Ils se disent, voilà, on n'a plus qu'un an, oh, comment on va faire? Et alors là, ils sont, eux, sur les starting blocks. Ils paniquent complètement. Et alors là, plus ils paniquent, plus c'est beaucoup trop fort pour l'enfant. Donc, il va falloir réguler. Hein. Entre, tu fais quand tu veux, comme tu veux, ce qui n'est pas possible, et tout de suite, parce que si tu le fais pas tout de suite, ça va jamais marcher, nom d'un chien, on va pas s'en sortir. Il faut apprendre là aussi, le bon sens en général aide. Hein, il faut avoir confiance en soi. Alors, attention aux messages parfois très médiatisés, qui moi m'énervent prodigieusement, quelque chose qui m'apparaît de la tricherie. Un enfant, il n'est pas propre quand il est avec sa couche, qui va dans un coin, qui fait tranquillement dans sa couche et qui vous dit « ça y est, j'ai fait ». Ça peut être une étape, mais il n'est pas propre. On ne peut pas s'en tenir à ça, parce qu'il y a des enfants qui restent des années comme ça. D'accord? Donc c'est pas ça être propre. Être propre, c'est pouvoir enlever la couche sans peur, avec un pot, les toilettes. On peut choisir de tirer soi-même la chasse d'eau, de la faire tirer par quelqu'un d'autre. Mais c'est ça l'enjeu du truc. Hein. Alors là aussi, le message est si vous avez peur que, non, dites-vous que c'est bien comme ça, avec la couche, ça marche. Non, non, c'est pas vrai. C'est une étape importante, c'est un peu difficile, mais moi qui fais de la montagne, des fois, quand j'ai peur, mon guide me dit « ça va le faire ». Ça va le faire. Ben oui, ça va le faire. Vous allez y arriver, c'est évident. Hein. Alors, dans ce stade, ce qui est très important, c'est qu'on régule aussi vraiment la première fois un non, quoi, vraiment, à l'enfant profond. Hein. Alors, il ne s'agit pas d'aller dans l'autre sens. On régule le non dans d'autres domaines. Hein. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de céder à ses colères. Vous voyez, comme le père de droite, là, qui dit, bon, finalement, quelle heure tu fais ta colère, bon. Ou suite d'en haut, qui va déterminer au supermarché tout ce qu'il achète, les plats qu'il mange, etc., etc. Non. Parce que sinon, on reste dans la toute-puissance. Et notamment au niveau de l'alimentation, pendant cette phase-là, il y a des noms à mettre, parce que c'est parallèle. Hein. C'est le moment où on commence à manger seul, où on touche avec les doigts, c'est normal. On peut patouiller un peu, mais on ne peut pas maculer la cuisine de purée. Là aussi, c'est du bon sens, hein, entre le trop et le pas assez. On mange un peu de tout, on goûte un peu de tout, etc., etc. Alors ensuite, on arrive à l'Oedipe, ça c'est quand même un moment très fondamental, qui est un deuil douloureux. Vous voyez, les enfants en bas à droite, ils ne sont pas encore rentrés dans l'Oedipe, ils disent « oh là là, il a toujours dit qu'il épouserait sa mère, mais maintenant, il va pas pouvoir faire autrement. Comme la mère est enceinte, ils imaginent que c'est le petit qui a mis enceinte sa mère et qu'il faut qu'il l'épouse. Hein. Ça, bon, eux, ils n'ont pas encore compris ce que c'était. Alors qu'est-ce que c'est l'Oedipe? Plusieurs questions. Qui suis-je? La réponse, je suis un être sexué, garçon, fille. D'où viens-je? Pierre Dac. Comment on fait les bébés? C'est ça la grosse question, hein, et toutes les théories sexuelles infantiles. Et où vais-je? Vers un objet d'amour obligatoirement situé en dehors de la famille. C'est le tabou de l'inceste. Ça fait beaucoup hein, pour le même stade. Hein. Entre 3 et 6 ans, il y a du boulot. Hein. C'est fatigant comme stade. Hein. Et ça va demander aux parents beaucoup de courage. Parce que qu'est-ce que les enfants vont comprendre? Ils vont comprendre, dans ce fameux triangle, on vous parle de triangulation, que papa et maman, ils s'aiment, que papa et maman nous aiment, mais papa et maman, ils s'aiment différemment de nous, parce qu'entre eux, il y a de la sexualité. Et c'est même comme ça qu'on fait les bébés. Alors qu'avec nous, il n'y aura jamais de sexualité. Hein? Et c'est un moment très important, parce qu'il y a un deuil à ça, hein, à la toute-puissance de l'enfant, qui jusque-là pensait que tout le monde s'aimait pareil, à un moment où il va dire « papa, je t'épouserai, ça sera formidable et tout, quand maman sera morte ». Alors papa dira « mais attends, maman, elle sera pas morte, parce que moi je serai vieux ». « Mais non, toi tu seras encore vivant, elle sera morte, moi je serai avec toi. » Bon. Alors, pour faire ce deuil compliqué, pour les filles, on pourra revenir dans la discussion, c'est un peu plus compliqué, parce que il faut changer d'objet d'amour primaire. Hein. Tout le monde a comme objet d'amour vraiment primaire sa mère.
Les filles, il faut qu'elles changent, donc c'est toujours plus compliqué les filles, malheureusement pour nous, mais bon, ça le fait quand même, hein, mais c'est un peu plus compliqué. Pour s'habituer à ça, on a besoin de jouer avec ces représentations-là. Hein. Et par exemple, les contes de fées sont très utiles pour ça. Hein, parce que dans les contes de fées, on va y revenir, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Alors pour les parents, mais il faut tenir. Il faut tenir, c'est-à-dire que vous voyez, c'est pas la photo d'en haut, quoi. Là, c'est la petite fille qui dit « Mais non, c'est pas possible que les papas se marient avec les petites filles. » Alors que normalement, c'est quand même au père de dire « Non, on se marie pas avec les papas. » Hein. À l'heure actuelle, vous voyez un nombre incalculable de publicités, déjà où les enfants sont des intellos plus que les parents, sont plus intelligents que les parents. Hein, il y en a une où un bébé explique comment le gaz arrive à la maison à son père, et le père est idiot, quoi. Vraiment, il regarde le bébé lui explique comment ça marche, quoi. C'est quand même complètement paradoxal. Et après, on dit, ouais, les enfants, ils argumentent, on peut jamais les faire céder. Mais oui, mais on les met en scène comme ça, en permanence dans la publicité, parce que c'est des cibles très utiles, puisqu'ils font acheter bien les parents, hein. Ça, on est tranquille. Donc, on les prend comme cible commerciale, on les met dans des rôles d'adultes, on désacralise toutes les relations parents-enfants, et ensuite on dit, quand même, c'est incroyable, ils sont tyrans, ça doit être que génétiquement parlant, il y a plus de troubles des conduites. Va falloir leur donner des médicaments, c'est sûrement ça le problème. Commençons par balayer devant notre porte et pensons à la paille et la poutre, je pense qu'on pourra mieux avancer. Ensuite, je pense qu'il faut faire attention à ne pas accélérer le mouvement. J'ai pris volontairement Titeuf, une expo en ce moment là-dessus, ici. C'est très intéressant comme personnage, Titeuf, mais il a des questions vraiment de pré-ado à ado, quoi. Or, maintenant, plein d'enfants en CP adorent Titeuf et lisent des choses qui ne correspondent pas du tout à leur stade de développement. Et ça pose des problèmes. Parce que quand il y a des parents pour reprendre avec eux, il n'y a pas de problème. Mais s'ils discutent de ça comme ça, qui regardent des émissions qui ne correspondent pas à leurs âges non plus, je prendrais un truc très bête, Kaamelott, vous voyez ? Basique, Kaamelott. Vous regardez ça, vous avez 15 ans, oh là là, ils sont marrants, tout ça, c'est drôle. Bien. Vous regardez ça, vous avez 3 ans, quand la maîtresse vous parle des chevaliers, vous dites « Ah mais non, les chevaliers, ils sont bêtes, ils sont idiots, ils font ci, ils font ça. » Vous avez cassé un truc, quoi, parce que c'est pas du tout au bon niveau de l'enfant. Alors là, c'est un peu la même chose, faut pas accélérer trop le mouvement. Et dans le DIP, ce qui est important, c'est l'identification. C'est quoi l'identification? C'est que on va s'en sortir par « Je peux pas épouser papa, je peux pas épouser maman. Par contre, je suis une fille, plus tard je serai comme ma maman. Je suis un garçon, plus tard je serai un papa aussi. Et je vais m'essayer de m'identifier aux parents. Et évidemment, pour s'identifier aux parents, il faut que les parents y tiennent la route et que ça aille. Hein. Et les contes de fées, là, vont nous aider beaucoup. Parce que dans les contes de fées, il y a beaucoup de systèmes où on peut, par exemple, quand on est une fille, vraiment détester la belle-mère de Blanche-Neige. Trouver qu'elle est méchante, horrible, etc. Ça évite de dire ça à sa propre maman, vous voyez. On peut projeter, il n'y a aucun problème. Hein. On va pouvoir s'amuser avec ces choses-là et y rêver et en parler comme ça. Alors que je vous ai mis volontairement au milieu des productions vidéo, vous ne pouvez pas réguler les conflits pareils. Vous ne pouvez pas jouer avec vos conflits intrapsychiques pareils quand vous avez des messages pareils. Faites le mal, mais faites-le bien. C'est quand même, c'est gratiné comme message, hein. Soyez pervers, quoi, en gros. Puis après, on va dire, ah mais oui, mais alors, il mord le copain et il n'est pas coupable. Bah bien sûr, parce que s'il passe son temps à jouer ou à regarder des émissions ou des jeux vidéo dans lesquels on lui explique qu'il ne faut jamais être coupable, qu'on a plus de points si on renverse des femmes enceintes en voiture, des vieillards que des gens d'un âge banal, ça va être compliqué. Ça l'aide pas à jouer avec ces conflits intrapsychiques. Alors que le petit chaperon rouge, le petit pousset, ou des histoires de notre temps, mais qui mettent en scène ce genre de conflit véritablement intrapsychique, ça va aider l'enfant à avancer. Alors, comme je vous disais, il faut pouvoir s'identifier. Là, vous voyez, j'ai mis volontairement ça pour les médecins. Là, ce petit garçon, il dit « Moi aussi, je serai médecin plus tard. » Et vous voyez l'ambiance de la maison, il n'y a pas d'argent, c'est horrible. Et le père dit « Arrête, tu vas faire pleurer ta mère. » Évidemment, pour sortir de l'Oedipe correctement, il faut avoir une image identificatoire assez positive. Hein, il faut pouvoir avoir un papa ou une maman à qui s'identifier. Alors, quand on sort de l'Oedipe, on a tout ça en main. On a un surmoi, on sait qu'on a des désirs, des interdits. On a une identité sexuée, on connaît la différence des générations et on sait qu'on ne pourra jamais avoir des relations sexuelles avec ses parents.
On peut alors rentrer en phase de latence, et je vais terminer sur la phase de latence. C'est l'âge de raison, c'est l'école primaire. On est prêt pour les apprentissages, on va désexualiser les choses, on va plus être en train de se demander tout le temps comment on fait les bébés, etc. C'est fini tout ça. Par contre, on aura une nouvelle pudeur qui feront que nos jeux sexuels, on va les avoir un peu en cachette, en ricanant bêtement, hein, et il y aura encore des enjeux, mais on va refroidir, on va refouler, et on va, ce qu'on appelle sublimer, c'est-à-dire mettre notre énergie dans les apprentissages, par exemple. Hein, c'est pas pour rien qu'on rentre en CP à ce moment-là. Et on va attendre. Qu'est-ce qu'on dit à l'enfant ? Tu peux pas épouser papa, tu peux pas épouser maman, mais plus tard, tu seras un papa ou une maman quand tu seras plus tard, après l'adolescence. Voilà. Donc il attend et il va falloir qu'il ait assez de confiance en lui pour avancer. C'est le moment vraiment de choses très importantes sur le plan cognitif, où l'enfant va gagner énormément de choses dans son fonctionnement cognitif. Il va apprendre beaucoup de choses. Par exemple, là, je vous ai mis quelques petites pistes, hein, mais la pensée symbolique. En bas, toutes les réversibilités, la conservation de la masse, du poids, le fameux kilo de plume, kilo de plomb. Hein. Et l'enfant va être heureux de se rendre compte qu'il sait ça et qu'il peut vraiment dire à son père, à son parent, je sais ça. Hein. Donc c'est un moment très important, avec cette pudeur nouvelle, mais en arrière-plan, des angoisses encore liées à l'Oedipe. Moi j'aime beaucoup ce dessin-là sur les angoisses de castration, vous voyez. Et évidemment, une autre chose sur laquelle je m'arrêterai 2 minutes, c'est les idéaux du moi. Qu'est-ce que c'est ? C'est un moment où on va commencer à vraiment penser, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma vie ? Quel métier ? Alors on va encore avoir des choses assez idéales à cet âge-là. Je veux être, je sais pas, pompier, je veux être journaliste de guerre, bon. Mais en même temps, on commence à mettre en place des vrais idéaux du moi, c'est-à-dire des choses atteignables. Je vais faire du foot dans un club de foot et je vais m'y tenir. On sera peut-être pas en première division, mais on joue au foot. Et ça, c'est très important, parce qu'on est dans une société de l'idéal et pas des idéaux du moi, ce qui fait que les enfants en difficulté n'arrivent pas à mettre en place des vrais idéaux du moi, des choses qu'ils peuvent faire, et ils sont dans le paraître. Alors, ils jouent pas au foot, mais ils ont le costume de Zidane. Et si par hasard quelqu'un tâche le costume qu'ils ont sur eux, alors ils lui cassent la figure. Parce que le costume, c'est leur identité. Alors que quand on joue au foot, vraiment, le costume, il est important, mais c'est pas si grave que ça. Hein. Donc attention à la surface et à la profondeur, à l'avoir et à l'être. Hein, on va en reparler. Bon, ça, on va passer rapidement. Donc, pour conclure, moi, je dirais quand même qu'entre 0 et 6 ans, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Globalement, les enfants, ils vont bien, ils sont heureux, mais ils ont des virages à faire à chaque étape importante. Je vous rappelle, par exemple, le stade anal où d'un seul coup, faut faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire, faut s'y mettre. L'Oedipe, faut dire, voilà, c'est pas possible, j'aurai jamais papa ou j'aurai jamais maman. Et puis, il y a des moments où on peut être en danger de tomber. Vous voyez, heureusement qu'elle est assurée, la dame en question, parce que là, elle va tomber, ça va être grave. Et quand est-ce qu'on n'est pas assuré ? Quand peut-être il y a un peu trop de fantômes dans notre histoire. Et je pense qu'en tant que parent, c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'interroge. Quand à une étape de développement, on est mal à l'aise, on tourne en rond, on n'y arrive pas, c'est souvent que nos propres conflits infantiles reviennent. Les enfants, ils ont cette chose merveilleuse qui nous font revisiter notre enfance bien inconsciemment, souvent, et qui nous aident à résoudre des problèmes, des fois, qu'on n'avait pas résolus enfant. On les résout grâce à eux, mais des fois, on n'arrive pas à les résoudre, et là, on tourne en rond. Et là, il faut se faire aider, c'est tout, c'est pas un drame, c'est pas une faute. C'est pas qu'on n'est pas parfait, c'est qu'on est humain et qu'on est des héritiers de notre histoire. Donc, pour atteindre le sommet, moi, je crois que être parent, c'est assuré. C'est-à-dire qu'un enfant, on tient la corde, quoi. Hein. On lâche du lest, du mou, mais on tient. Et c'est vrai que les événements de vie et l'histoire transgénérationnelle fait qu'il n'y a pas de justice. Il y a des gens, par exemple, si vous pensez à Martin Gray, cet homme, il a une vie monstrueuse dans l'absolu. Entre le ghetto de Varsovie, sa femme et ses enfants brûlés dans une maison, bon, il a toujours rebondi, il a toujours écrit, il avait une force de vie extraordinaire. Sans doute parce que dans son histoire, il y a eu un tissage et des gens qui ont été là au bon moment et qui lui ont donné ce fameux puits dont on parlait au départ, très fort. On n'est pas tous comme ça, on n'a pas la même résilience. On n'a pas les mêmes histoires, c'est pas qu'on est plus mauvais, que notre cerveau va mal, qu'il faut nous faire une radio de la tête pour savoir dans quel domaine ça va pas, c'est simplement qu'on est des êtres humains et que chez nous, ça s'est tricoté autrement. Alors parfois,
quand on a une histoire difficile, un événement de vie donné, chez nous, risque de nous faire dévisser. Et là, il va falloir être assuré et avoir un guide. Je pense à une maladie d'enfant. Moi, je travaille beaucoup en pédiatrie. C'est vrai qu'il y a certains enfants, tout allait bien, et puis les parents craquent complètement autour de la maladie d'un enfant parce que ça réactive des blessures passées. Ça rouvre. Et bien là, il faut se faire aider. C'est pas la fin des haricots. Puis on passe le cap. Parfois, en famille, on résout les choses. Parfois, il faut un peu plus un guide extérieur. Et je pense que le guide extérieur, le psy, le pédopsy, enfin qui vous voulez, parfois le pédiatre au départ, il est un peu comme dans ce tableau en bas. Il aide à regarder les autres tableaux, vous voyez. C'est un tableau dans les tableaux. Et quand on a le nez dans le guidon, on voit plus les autres tableaux, quoi. On n'en voit qu'un. On voit que le drame, le truc qui marche pas. Et mettre le projecteur à distance, moi j'appelle ça le kaléidoscope. D'ailleurs, j'ai toujours un kaléidoscope dans mon bureau, ce qui amuse beaucoup les enfants. Parce qu'un kaléidoscope, vous pouvez faire changer les images avec. Hein. Vous regardez la lumière, vous tournez, ça bouge. Je leur dis, bah oui, tu vois, on peut voir la vie de différentes façons. On peut prendre l'image du prisme aussi. Hein. On met le prisme, la lumière se diffracte. Si on la regarde toute crue, elle est blanche. Et pourtant, il y a tout l'arc-en-ciel dedans. Alors, le professionnel, il est là pour ça. Comme le guide en montagne, il vous montre, il vous dit, mais oui, tu vois pas les prises, mais attends, monte 1 mètre, tu vas voir la prise après. Lui, il sait, il a déjà parcouru. Le parent, il sait un certain nombre de choses, mais s'il est blessé, il voit plus. Alors, peut-être que dans la cordée avec le psy ou avec son pédiatre, il pourra avancer. Puis parfois, il faut aller un peu plus loin. Donc, pour conclure, moi, j'ai donné 5 pistes. Premièrement, je pense que tout ne se joue pas avant 6 ans. Il y a beaucoup d'enjeux dans cette période de développement et qu'on peut tricoter, perdre des mailles. C'est toujours rattrapable si on s'en rend compte et si on se questionne sur soi. Chacun son style pour rattraper la maille. Parfois, on a besoin d'un tiers, parfois pas. Et on la rattrape avec ce qu'on est. On ne peut pas se transformer radicalement. Deuxièmement, pour grandir, il nous faut des limites. Et on est dans une société totalement paradoxale par rapport aux limites. Des émissions de télé vous présentent des gens masqués avec des lunettes qui font des choses illégales et il n'y a pas de policiers sur le plateau pour les arrêter, quoi. C'est quand même des choses bizarres. Hein, qui vous montrent des jeux vidéo où on fait des choses totalement interdites. On parle du jeu du foulard et en même temps on crée un jeu vidéo du jeu du foulard. Donc on est dans des choses paradoxales, l'enfant il a besoin de limites. Donc c'est plus dur aujourd'hui d'être parent par rapport aux limites. Parce qu'il y a moins de rites de passation dans notre société, parce que la société se cherche, parce qu'il y a beaucoup de messages paradoxaux partout. Moi je prends souvent comme image celle d'une route. Quand je fais de la guidance avec des parents, je leur dis écoutez, quand vous conduisez, vous avez la route, à droite il y a une bande d'arrêt d'urgence, à gauche il y a une ligne continue ou discontinue. En général, vous doublez quand la ligne est discontinue, pas quand elle est continue, parce que ou vous avez un gendarme et vous allez avoir des points en moins, ou vous savez, parce que vous n'avez pas besoin d'un gendarme, que vous risquez un accident grave. La borne d'arrêt d'urgence, vous vous y arrêtez pas, mais il y a des exceptions. Il peut arriver que vous soyez obligé de vous arrêter sur la borne d'arrêt d'urgence parce qu'il y a eu un problème. Alors la vie est faite comme ça. Il y a de l'exceptionnel et il y a du quotidien. Il ne faut pas confondre les deux. On ne s'arrête pas sur la borne d'arrêt d'urgence tous les jours. Hein, et ça glisse comme ça les limites, vous voyez. Oh ben c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, puis ça y est, la limite est passée. Donc pensons à la route, au code et aux exceptions. Troisièmement, on ne peut pas vivre en dehors de la culture, mais à l'heure actuelle, je crois qu'il faut vraiment avoir conscience de ce que notre culture peut donner de bon, de riche. Enfin, la Cité des Sciences en est un exemple, il y a des choses merveilleuses ici, pour les enfants, pour les adultes, pour les parents et les enfants en même temps. Et en même temps, attention, c'est une société qui accélère en permanence, qui produit en permanence et qui finit par faire penser aux parents qui sont tellement imparfaits que des machines vont les remplacer. Donnez donc le nounours sur lequel vous enregistrez le message à votre petit, comme ça, même quand il va à la crèche, vous ne le quitterez pas. Ça va être intéressant quand le petit de 9 mois, il va mettre le message à un moment où il a besoin que son papa ou sa maman le rassure parce qu'il est triste et que dans la boîte, il y aura « Coucou, me voilà, je suis bien, tu es content ». Ça sera totalement désadapté, d'accord? Et en plus, il ne pourra pas symboliser parce qu'il y aura une vraie voix. Il dira, c'est bizarre quand même. Alors que s'il a un doudou, il sentira l'odeur de maman et ça ira mieux. Et dans sa tête, il aura une image de maman qu'il prend dans ses bras. Alors attention à tous ces outils qui sont pour moi des leurres et qui sont des choses qui évacuent la fonction parentale. Le lien est essentiel dans le développement de l'enfant. Je passe sur la vitesse de Noël en octobre, Halloween en septembre, la rentrée en juin. Difficile de tenir les limites au supermarché avec les cadeaux de Noël au mois d'octobre, mais il faut la tenir. Quatrièmement, la force de l'image répétitive balaye celle des mots et de l'imaginaire. Quatrièmement, la force de l'image répétitive
balaye celle des mots et de l'imaginaire chez le jeune enfant. Trop consommer d'images tue la représentation imaginaire. L'image, c'est clé en main. Si je vous lis La chèvre de Monsieur Seguin et que je mets le ton, vous allez vous faire des images dans la tête. Si je vous dis maison, tout le monde va penser à une maison, sauf les psychotiques, ou sauf ceux qui sont vraiment récalcitrants, vont dire bah non, moi je ne penserai pas à une maison. Mais sinon, tout le monde va penser à une maison, mais vous aurez chacune la vôtre dans votre tête. Ça va être la vôtre, ça va être celle de votre enfance, un chalet à la montagne, une maison en Bretagne, ce que vous voulez. Mais vous allez vous imaginer une maison. Si je vous colle une photo d'une maison, ça ne fait pas du tout le même effet. Et encore, vous êtes adulte. Si vous vous développez avec trop d'images, vous investirez forcément moins un certain nombre de choses de l'imaginaire. Et cinquièmement, pour moi, la surface n'est pas le principal. Comme le dit très bien Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, et je crois qu'être parent, c'est fondamentalement rester persuadé que l'être est supérieur à l'avoir. Que quel que soit ce qu'on donne en nombre, en choses, en intensité aux enfants, rien ne remplacera la relation qu'on aura dans ce don et autour de ce don. C'est ça être parent, c'est assurer une continuité et une fiabilité du lien. Je vous remercie de votre attention.